Bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous accueillons pendant la semaine de la rénovation 2021 organisée par la Maison de l'Habitat de Caen-la-Mer. Pour rappel, la Maison de l'Habitat, c'est le guichet unique de la rénovation de Caen-la-Mer. Elle vous apporte des conseils gratuits, un accompagnement dans le cadre de votre rénovation. Toute la semaine, vous pourrez retrouver des webinaires sur cette thématique de la rénovation. Et ce soir, nous sommes ensemble pour parler de la rénovation. Et la thématique précise de cette soirée, c'est bien chauffer et isoler son logement. En introduction de ce webinaire, nous souhaitions remercier les conseillers partenaires de la Maison de l'Habitat, Solia, le CDHAT, Biomasse Normandie pour leur participation à la semaine de la rénovation. Et particulièrement ce soir, nous remercions Fanny et Timothée pour la présentation de cette thématique. Avant de débuter le webinaire, je vous rappelle quelques principes de fonctionnement du webinaire en question. Le webinaire est enregistré et vous pourrez avoir accès au replay de ces webinaires sur le site de Caen-la-Mer à la rubrique Habitat. Vous pouvez, pendant tout le webinaire, poser vos questions à partir de l'outil de chat de Teams sur la rubrique Conversation que vous pouvez activer. Et nous poserons ces questions à la fin de la présentation à nos conseillers partenaires. Et dans la mesure du possible, nous répondrons au plus grand nombre. Si nous ne répondons pas lors de ce webinaire, sachez que nous y apporterons une réponse plus tard et vous accéderez a posteriori à ces réponses sur le site de Caen-la-Mer. Sans plus attendre, nous laissons la parole à nos conseillers pour la présentation de la thématique de cette soirée. Bonsoir à tous. Donc, Timothée et Fanny, des fois que vous auriez eu un doute. Donc, on va vous présenter le webinaire sur bien chauffer et isoler son logement en 4 points. Le premier, les grandes étapes de la rénovation énergétique, puis les éco-gestes, les arnaques évitées et enfin, les aides mobilisables. Donc, les grandes étapes de la rénovation énergétique. Le but premier de la rénovation, c'est d'essayer de faire une rénovation globale, si c'est possible, qui n'est pas toujours le cas, mais les avantages de la rénovation globale, c'est de réduire les coûts sur place, d'augmenter les subventions, car actuellement les subventions sont plus favorables sur un projet de rénovation globale, et de voir les économies d'énergie le plus rapidement possible. Par rapport à l'organisation, effectivement, le fait d'avoir une équipe qui intervient directement sur place en un seul moment va permettre de réduire effectivement le temps de rénovation et surtout d'éviter les problèmes qui vont être liés à tout ce qui va être perturbation sur le chantier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'électricien perce l'isolation, ce genre de choses. Donc effectivement, s'il y a une coordination sur un chantier de rénovation complète, là on traite tous les problèmes en même temps et on intervient aussi sur les problèmes d'étanchéité à l'air qui peuvent être importants et qui peuvent détériorer les problèmes des isolants en place. Si on ne peut pas faire une rénovation globale, comment on fait? Alors, premier point de base, on voit d'abord l'isolation avant le chauffage, car remplacer le mode de chauffage sans l'isolation, on va avoir des problématiques. On va chauffer les petits oiseaux, comme on dit couramment, ce qui fait qu'on ne va pas voir les économies d'énergie tout de suite. Le but de faire l'isolation, c'est déjà de gagner en confort. C'est-à-dire que lorsque vous avez une maison qui n'est pas isolée, vous avez une sensation de paroi froide. Parce que vous avez une différence de température entre votre mur et la température ambiante, ce qui fait que vous allez avoir un déséquilibre et une sensation de paroi froide qui va augmenter votre inconfort. Le plus connu et le plus évident, c'est effectivement l'économie sur la facture de chauffage. Ça, c'est le point qui parle le plus forcément aux particuliers. Moins d'entretien parce qu'effectivement, un logement qui est bien isolé et bien ventilé, ça va éviter des problèmes de condensation. Donc forcément, ça va vous éviter de revenir faire des petits travaux dans le temps. Et enfin, une plus-value sur la vente.
forcément, car un logement bien isolé et bien chauffé va augmenter la valeur du bien. Vous avez un petit schéma sur le côté qui représente les types de déperdition, en tout cas le pourcentage de perte de chaleur en fonction des postes. Les fenêtres, comme vous pouvez le voir, est un poste qui est dans les plus faibles. C'est pour ça qu'actuellement, c'est là où on a le moins de subventions, parce que les subventions s'accordent par rapport aux déperditions les plus fortes. Par contre, là où vous avez le plus de déperditions, c'est généralement les murs et le toit. L'isolation de la toiture. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'isolation, vous avez un coefficient qui est extrêmement important, qui est le R. Le R, plus il est élevé, plus l'isolation va être bonne. Donc, par rapport aux coefficients qui sont notés sur la présentation, c'est le coefficient minimum pour avoir les subventions. 6 pour les combles perdus, 6 pour les rampants, pardon, et 7 pour les combles perdus. Pour rappel, donc le rampant, c'est la partie du toit en tant que tel, c'est vraiment la toiture. Le comble perdu, c'est le plancher horizontal. Par rapport à la résistance thermique, juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça se présente, c'est la combinaison de l'épaisseur de l'isolant et de la valeur de la résistance de l'isolant. Donc, ce qui fait que plus vous allez avoir d'épaisseur, et donc plus vous allez avoir une résistance importante. Donc, le lambda, ce qu'on appelle le pouvoir de l'isolant, et en fonction de chaque type d'isolant. Vous allez avoir de la laine de verre, de la laine de roche, de la ouate de cellulose, pardon. Et donc, en fonction de l'isolant, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes besoins d'épaisseur par rapport pour atteindre les résistances thermiques demandées. Fanny, est-ce que tu as quelque chose à... Non. Ça paraît clair. Ça me paraît clair. Par rapport à l'isolation des murs, on a deux grandes méthodes, soit l'isolation par l'intérieur, soit par l'extérieur. L'intérêt de l'isolation par l'extérieur, c'est que vous allez avoir un embellissement de la façade et surtout une réduction des ponts thermiques, qui va être beaucoup plus importante que si vous isolez par l'intérieur. Donc, sachant qu'au niveau de l'isolation par l'extérieur, il faut faire attention au niveau de l'urbanisme, car vous n'avez pas forcément l'autorisation de mettre ce que vous souhaitez au niveau du type d'isolant, du type de bardage, ce genre de choses. Donc, il faut toujours avoir la référence, enfin, se renseigner auprès de mairie à chaque fois. De la mairie, effectivement, là où vous vous envoyez, il va falloir faire votre déclaration de travaux. L'isolation par l'intérieur, effectivement, c'est la deuxième solution si ce n'est pas possible par l'extérieur. Effectivement, il y a plus de contraintes dans le sens où il faut déposer, par exemple, les radiateurs quand vous avez des circuits de chauffage centraux. Ça va vous faire refaire la peinture. Enfin, voilà, c'est plus compliqué, mais c'est quand même une option à envisager quand vous ne pouvez pas le faire par l'extérieur. Après, ça peut être aussi envisageable quand le logement est vide et de le faire en amont avant d'emménager. Complètement, sachant que de toute façon, les coûts d'intervention vont être nettement moindres que par rapport à l'extérieur. C'est ça. Hop, je repasse parce qu'en termes de résistance thermique, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur, on est sur les mêmes choses, on est à 3,70. Par rapport à l'isolation des planchers bas, c'est-à-dire plancher sur garage, plancher sur sous-sol, ou vide sanitaire, tout à fait. Donc on est sur une isolation, un R forcément égale ou supérieure à 3. Donc la méthode la plus classique, c'est une isolation en sous-face, c'est-à-dire qu'on prend le plafond du sous-sol ou du vide sanitaire. Et donc, par rapport aux trois types de parois, on va pas forcément mettre le même type d'isolant, parce que chaque isolant a un pouvoir, par exemple, lié à l'hygrométrie, qui va permettre de traiter différemment ces types de parois. Donc, par exemple, on va privilégier plutôt un polystyrène en sous-sol, ce qui ne va pas du tout être le cas pour les murs ou les toitures. Par rapport aux fenêtres,
on a un coefficient qui est différent, qui s'appelle le U, et qui va être différent aussi dans le sens où plus le U va être bas, plus le pouvoir isolant de la fenêtre va être important. C'est complètement différent du R, car le U, en fait, est l'inverse du R, c'est-à-dire que U est égal à 1 sur R, c'est pour ça qu'on est sur l'inverse en termes de pouvoir d'isolant. Comme vous voyez généralement dans les documentations techniques par rapport au type de U minimum à mettre en place, vous avez deux types de U. Vous avez le U est inférieur à 1,3 ou le U inférieur à 1,7, avec un autre coefficient qui s'appelle le SW. En fait, le UW est donc le pouvoir performant de la fenêtre, et le SW est le facteur solaire. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir faire pénétrer de rayonnement solaire dans votre habitation, plus le UW va pouvoir être haut, parce qu'on estime que l'apport solaire va vous permettre de moins isoler vos fenêtres. Donc c'est pour ça qu'il y a deux coefficients, ce qui n'est pas forcément évident à comprendre au premier abord, sur les fenêtres. La ventilation. La ventilation est un point important dans le sens où il faut aérer régulièrement son logement pour éviter tout ce qui est pollution intérieure, qui peut arriver avec les bougies ou même des fois les isolants, parce que chaque surface, ou même les peintures, parce que les surfaces vont émettre des polluants. Et donc, vous avez deux types de ventilation. Vous avez l'AVMC simple flux ou l'AVMC double flux. Voilà, on en reviendra peut-être, il y aura peut-être des questions à ce sujet-là, donc on reviendra sur ça ultérieurement. Et ne serait-ce que la vie aussi, au sein même du logement, les gens émanent aussi des vapeurs, et donc c'est vrai qu'il faut les évacuer. Et à partir du moment où on a isolé la maison, que ce soit par au-dessus ou sur les côtés, plus votre maison va être étanche et plus elle va avoir besoin aussi d'avoir une circulation d'air qui est importante et nécessaire pour la bonne habitation. Et la VMC n'empêche pas d'aérer son logement régulièrement. Ça n'empêche pas du tout. Le chauffage. Donc, comme on indiquait tout à l'heure, d'abord l'isolation et après le chauffage. Parce que des fois, effectivement, dans notre quotidien, on voit des particuliers qui cherchent à remplacer leur mode de chauffage sans avoir prévu l'isolation. Ce n'est pas du tout la bonne méthode parce qu'ils vont continuer à avoir des sensations de froid et surchauffer le logement et donc voir très peu d'économie d'énergie sur le quotidien. C'est vrai qu'il faut voir vraiment la maison comme une boîte et avant tout faire en sorte d'avoir une boîte bien étanche, avant de pouvoir rendre le chauffage efficace. Tout à fait. Actuellement, vous avez plusieurs types d'énergie qui sont possibles. Donc l'électrique, le combustible, donc gaz ou fioul, la pompe à chaleur, donc on reste sur de l'électrique mais beaucoup plus performant, le chauffage bois ou le chauffage solaire. Chaque chauffage peut être bénéfique ou négatif en fonction du type de maison que vous allez avoir. Il n'y a pas de solution miracle. Ça va vraiment dépendre de votre type de logement. Un logement petit avec une configuration très ouverte à l'intérieur va avoir besoin de très peu de chauffage. Donc un type d'appoint bois peut des fois suffire sur une maison très bien isolée et très bien agencée, alors qu'une longère en pierre va devoir demander beaucoup plus de chauffage, donc potentiellement un type pompe à chaleur ou chaudière bois. Sachant que effectivement, le fioul actuellement n'est pas du tout valorisé par l'État. Le gaz commence aussi à en prendre un coup dans l'aile. Donc voilà, en fonction de votre situation, il faudra étudier effectivement quel type de chauffage. Pareil pour les pompes à chaleur, il faut faire attention, si vous êtes en pleine campagne, en bout de ligne, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, il faut vraiment étudier la question au cas par cas. Dans tous les cas, une régulation et une programmation est importante pour essayer dans la journée, d'avoir des périodes de chauffe et éviter d'avoir un chauffage constant toute la journée
et ce qui permettra de toute façon de réduire ses consommations. Et pas non plus, je pensais à un électrique, pas éteindre complètement les chauffages. Tout à fait. Avoir toujours une petite chaleur constante à un minimum est important. Tout à fait. Par rapport à l'eau chaude sanitaire, soit elle est produite par le mode de chauffage principal, donc soit effectivement par la pompe à chaleur ou la chaudière, soit on va être sur quelque chose d'individuel. Donc là, le chauffe-eau électrique, le chauffe-eau thermodynamique qui est comme une pompe à chaleur, c'est le même principe, sauf que ça va être affecté à l'eau chaude sanitaire, ou alors le chauffe-eau solaire directement. Les éco-gestes, je te laisse faire la transition, Fanny. Merci. Par rapport aux éco-gestes, aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre logement était important et on voudrait amener, je dirais, l'écologie dans nos vies pour un air plus pur. À titre d'exemple, plus ça va et plus on amène les VMC, plus on aère, etc., nos logements. Et il y a plein de petits gestes qu'on peut apporter dans notre quotidien. En corrélation en plus avec tous les travaux qu'on peut faire, il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, on a envie de vivre dans des logements bien isolés et on fait appel aux travaux pour arrêter les passoires thermiques, mais ces petits gestes sont aussi importants et c'est important de les amener dans notre quotidien. Après, voilà, on a quelques petits exemples, mais dans les salles de bain, arrêter de faire couler l'eau quand on se lave les dents, ce genre de petites choses, installer des mousseurs, penser à régulièrement les nettoyer. Après, c'est des petites choses importantes et peut-être évidentes pour certains, mais voilà. Au terme des fenêtres, il faut bien penser à aérer, laisser la lumière passer. Alors, fermer les volets la nuit, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément envie de le faire, mais c'est vrai que mine de rien, ça peut apporter quelques degrés. Les rideaux aussi. Et puis voilà, éteindre la lumière en partant, c'est toujours important. Ensuite, donc, comme je vous disais, aérer les fenêtres. Bon, après, il y a des petites choses qui sont évidentes aussi pour nous, mais des fois, je ne sais pas, par exemple, démarrer les nettoyages de votre four quand il est encore chaud, ça peut être éviter d'avoir plus de dépenses énergétiques. Je ne sais pas, utiliser des casseroles adaptées aussi par rapport à la taille de vos plaques, mettre un couvercle. Voilà, c'est des petites choses et des petits gestes qu'il faut penser à apporter à votre quotidien. Pensez à dégivrer également votre réfrigérateur. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Moi, je sais que chez moi, j'avais mis en place également des prises télécommandées, ce qui permet d'éteindre plus facilement tous les appareils d'un coup, plutôt que de laisser des prises allumées, notamment pour des box ou des télévisions. Et c'est vrai que c'est vachement pratique. En plus, ça fait gagner du temps et de l'argent. Alors, on parlait tout à l'heure des VMC, et c'est vrai que nous, on s'en rend compte souvent quand on va chez les gens, mais on ne pense pas forcément à les nettoyer et les dépoussiérer. C'est vrai qu'un entretien des VMC permet quand même d'avoir un meilleur rendement. Et puis une meilleure qualité de l'air. Et surtout une meilleure qualité de l'air. Après, vous pouvez aussi faire sécher autant que possible vos vêtements à l'air libre et pas dans un sèche-linge. Alors, ça vous fait faire des économies d'énergie du point de vue du point de vue électrique. Attention aussi, quand vous mettez votre linge à sécher chez vous, ça peut apporter de la condensation et de l'humidité. Bon, voilà. Après, il faut savoir équilibrer, toujours bien aérer les logements et c'est toujours bien important chez soi. Concernant les arnaques à éviter, alors c'est vrai que nous, on a eu le cas que des personnes se fassent passer pour des opérateurs chez des particuliers, donc il faut bien être vigilant. Demander les cartes de visite, c'est très important quand il y a des gens qui viennent chez vous. Et surtout, éviter le démarchage aussi bien téléphonique que le porte-à-porte. En général, c'est pas bon signe. Hein, on n'a pas besoin de faire du démarchage quand on est une une sérieuse. voilà, sérieuse et
raisonnable presque. Voilà. Après, si vous avez besoin d'avoir des devis, c'est bien aussi de les comparer. Et nous, on est là aussi pour conseiller. Voilà, on a des notions, on a du recul sur les entreprises et puis aussi des chiffrages, on a l'habitude de voir. C'est important d'aller voir vos conseillers, aussi bien à la maison de l'habitat que différents opérateurs qui sont sur le secteur. Mais c'est vrai qu'on voit quand même généralement des grosses différences de prix entre certains artisans, donc il faut vraiment faire attention et comparer vraiment les mêmes choses. Parce que par exemple, sur l'isolation par l'extérieur, entre les différentes méthodes, c'est normal qu'il peut y avoir des écarts de prix importants, mais tout simplement parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prestations. Donc il faut vraiment comparer à prestations égales, sinon vous n'allez pas pouvoir comparer sereinement. C'est ça, tout à fait. Il faut savoir comparer ce qui est comparable. Et puis tout ce qui est prestation d'isolation, vous avez normalement au niveau du devis un prix au mètre carré avec un mètre carré isolé. Donc déjà, si vous n'avez pas ce détail-là, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que c'est obscur, c'est fait exprès. Le but étant d'essayer d'avoir un prix global sans que vous ayez vraiment conscience de ce qu'il y a derrière. Donc vous, si vous pouvez à peu près connaître la surface à isoler, déjà ça vous donne un bon point de vue. C'est ça. Parce que un bon devis est un devis détaillé aussi. Ouais, parce qu'entre deux devis, des fois, on peut avoir 30, 40 mètres carrés de différence. Et c'est d'autant plus qu'ils rajoutent au prix au mètre carré. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment essayer d'apercevoir avant de faire venir les artisans. Parce que sinon, ils vont essayer de faire gonfler les prix. C'est ça. Mais quoi qu'il arrive, il faut de toute façon éviter de signer un devis le jour même, faire attention à tout ce qui est indiqué sur le document. Ça vous permettra ainsi de bénéficier du délai de rétractation qui est de 14 jours, quoi qu'il arrive. Donc, si vous avez un doute, voyez, alors si vous pouvez auprès d'un opérateur, mais aussi auprès de votre famille, vos amis, voilà, des personnes qui sont près de vous. Si vous avez un doute, c'est important et nécessaire. Mais dans tous les cas, si on faut signer à l'instant parce qu'il y a une super promo, faites attention, parce que la super promo, des fois, elle cache un gros devis derrière. C'est ça, exactement. Et dans tous les cas, pour tout ce qui va être aide financière, pensez que le RGE est obligatoire pour tous les travaux d'économie d'énergie et que vous avez sur le site faire.fr l'ensemble des entreprises RGE par corps de métier. Par corps de métier et secteur. Et secteur, tout à fait. Alors après, le RGE n'empêche pas que malheureusement, on peut y avoir des entreprises qui sont frauduleuses, mais c'est quand même la majorité des entreprises qui sont. Ça permet déjà, oui, complètement. En ce qui concerne les aides qui sont mobilisables, vous avez donc en fonction des ressources de chaque foyer, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA. Vous avez donc MaPrimeRénov', on entend pas mal parler ces derniers temps. Peut-être rappeler que ça reste des aides de l'État, c'est pas des organismes privés, c'est vraiment l'État. Donc c'est des aides qui sont sûres et voilà, on n'est pas sur des financements, des financeurs privés qui sont un peu obscurs. Donc voilà, faut y aller, faut foncer. Exactement. Après, vous avez aussi les aides des fournisseurs d'énergie, les aides de Camps-la-Mer, pour ce qui est de notre secteur, les chèques éco-énergie de la région Normandie, le conseil départemental, avec également les caisses de retraite en fonction de chaque particulier et bien évidemment les complémentaires de retraite en fonction de chaque situation. Donc, si vous n'habitez pas sur Camps-la-Mer, c'est pas pour ça que vous n'avez pas forcément d'aide d'une collectivité. C'est ça. Vous avez, dans tous les cas, sur le territoire, forcément quelqu'un qui peut vous renseigner. Donc, n'hésitez pas à prendre contact, donc soit avec effectivement un opérateur en place, donc ou l'ANA directement. Mais dans tous les cas, voilà, vous aurez potentiellement quelque chose. Donc, il faut toujours poser la question. Et surtout, ne pas hésiter. C'est vrai qu'on est là pour vous renseigner. Alors, ici, que ce soit Sovia, CDHAT ou Biomasse, on est là pour vous guider, pour vous répondre à vos questions en termes d'isolation, en termes de comment prendre les choses. Des fois, les gens sont un petit peu perdus.
Voilà, c'est notre métier, il n'y a pas de mauvaises questions et il y a plein de réponses possibles. La Maison de l'Habitat est là également pour répondre à toutes ces questions et guider en fait les particuliers, quoi. Et le renseignement est gratuit. Pour le préciser. Oui, Même exactement. si vous nous appelez, on ne va pas vous demander un chèque dès le départ. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous renseigner. On vous renseigne gratuitement, il n'y a pas de souci. C'est ça. Alors après, je ne sais pas si on voulait vous présenter des exemples de rénovation énergétique. Alors, il y avait deux exemples là. Pour vous montrer un petit peu, vous voyez, le premier, il y avait une isolation des murs par l'extérieur avec le changement des menuiseries. Le montant total des travaux était pratiquement 34 000 euros. Et vous voyez, avec un reste à charge de 11 241 euros, ce qui permet quand même une bonne participation au chantier et vous permet de voir quelles sont les possibilités. Peut-être préciser ce qui est très modeste et modeste, c'est vrai que c'est des termes que nous on utilise, alors c'est pas la modestie du propriétaire, je vous rassure, c'est juste qu'en termes de public ANA, c'est-à-dire le financeur ANA, on a des plafonds de ressources qui sont déterminés par des noms, donc très modestes, modestes, et après il y a d'autres. Par exemple, sur MaPrimeRénov', vous avez des couleurs, parce que là, c'est un peu plus édulcoré. Chacun a son propre langage. Et donc voilà, donc très modeste et modeste, ça reste, c'est des notions de plafond de ressources. Exactement. Donc vous voyez dans l'autre exemple, voilà, on a pareil, on a des totales des aides qui sont de 48%. Donc déjà, ça permet d'orienter et d'aider le foyer de manière assez conséquente. Donc ce qui est bien important. Donc, je voyais qu'il y avait pas mal de participation. Donc, est-ce que tu avais des questions, Fabrice, de ton Alors, côté? merci pour la présentation. Je vous propose effectivement de prendre quelques questions qui nous ont été adressées. Notamment une question qui nous a été posée, qui est est-ce qu'en rénovation BBC, on doit être entièrement étanche à l'air? Est-ce qu'on laisse des aérations au-dessus des fenêtres? Voilà. Là, il y a deux questions qui sont complètement différentes. L'étanchéité à l'air. Effectivement, on a une notion d'étanchéité à l'air, on a un coefficient qui est demandé. Il faut voir la cohérence par rapport au bâti. Il faut faire attention, une maison en pierre n'agit pas pareil qu'une maison en aglo. Mais effectivement, la notion de BBC, on a effectivement une notion d'étanchéité à l'air pour être labellisé et pour rentrer par exemple sur les aides de la région où effectivement on demande ce BBC, on a effectivement un coefficient à respecter. Par rapport aux entrées d'air, c'est là où c'est lié à la VMC. Les entrées d'air aux fenêtres permettent de faire un point d'entrée du renouvellement de l'air et c'est en complément de la ventilation. C'est-à-dire que les entrées d'air doivent être placées sur les pièces de vie, chambre, salon. On appelle les pièces sèches. Les pièces sèches. Et la VMC, elle, doit être placée dans les pièces humides. Donc salle d'eau, WC, cuisine. Donc c'est deux systèmes qui vont en corrélation. La VMC hygroréglable, donc soit hygro A, soit hygro B, et va être en fonction du type d'entrée d'air que vous allez avoir sur vos fenêtres. La VMC hygro A, vous n'avez pas les entrées d'air hygro-réglables. Alors, qu'est-ce que... Oui, je ne suis pas partie de la base. L'hygro-réglable. C'est-à-dire que ça va s'adapter en fonction du taux d'humidité dans l'air. Donc, le but, c'est que ça ne se déclenche qu'à partir du moment où vous allez atteindre un taux d'humidité. Voilà, un seuil pour éviter les surconsommations électriques. Parce que dans une salle de bain, on n'a pas besoin que la VMC tourne en permanence, on va avoir besoin qu'elle se tourne au moment où vous prenez votre douche ou votre bain si... Mais on avait dit que dans les éco-gestes, il ne fallait pas prendre de bain, donc votre douche. Donc voilà, et donc la VMC hygro B va être dépendante des entrées d'air hygro-réglables des fenêtres. Si vous n'avez pas d'entrée d'air hygro-réglable, on va être sur une VMC hygro A. Et la dernière solution, si vous n'avez pas d'entrée d'air du tout,
ça va être la double flux. La double flux, ça nécessite beaucoup plus de travaux. On va être sur des entrées d'air dans toutes les pièces de vie. À la place des entrées d'air des fenêtres, on va avoir des entrées d'air au plafond. Le but, c'est effectivement d'avoir un renouvellement d'air, mais avec de l'air préchauffé. C'est-à-dire que la VMC double flux, vous allez avoir un préchauffage de l'air entrant avec l'air sortant. Problématique par rapport à cette VMC-là, donc ça nécessite des coûts beaucoup plus importants, un faux plafond et une consommation un peu plus importante aussi de la ventilation. Donc voilà, chaque cas est un peu différent, il faut faire attention à ne pas vouloir mettre une VMC double flux absolument dans un logement qui serait entièrement isolé, parce que là, vous allez potentiellement créer plus de consommation électrique, alors qu'on n'a pas forcément d'avoir un air préchauffé dans ce type de logement. Dans tous les cas, voilà, il faut faire une étude, il faut voir effectivement ce qui sera le plus intéressant. Et venir sur place et se déplacer. Voilà, que ce soit nous ou que ce soit un auditeur de la région qui, là, va pouvoir faire potentiellement des tests d'hygrométrie pour être sûr qu'on ne dénature pas et qu'on ne se retrouve pas avec des problèmes d'humidité à terme dans le logement. Parce qu'effectivement, on demande une étanchéité, mais le but, c'est pas de se retrouver avec un isolant qui est complètement trempé au bout de 2 mois. C'est ça. On a une autre question sur les aides des caisses complémentaires de retraite. C'est la première fois que la personne qui nous interroge en entend parler. Elle voudrait connaître les conditions d'accès et elle voudrait savoir si ça ne concerne que les retraités. Alors, par rapport à ça, par rapport aux caisses de retraite, effectivement, il faut être retraité. C'est le premier point. Et chaque caisse de retraite a son mode de fonctionnement différent. La CARSAT, donc qui est la caisse générale, ne va pas avoir le même fonctionnement que la MSA, qui est l'agricole, ou la CNRACL, qui va concerner les agents publics. Chaque caisse de retraite a ses spécificités et son propre mode de fonctionnement effectivement, qui est le propre barème. Ils ne vont pas financer les mêmes choses. Sachant que maintenant, la CARSAT a fusionné avec le RSI, avec les artisans. Donc, effectivement, là, on va être sur les mêmes dossiers. Mais c'est des dossiers qui, de toute façon, peuvent être montés par les opérateurs. Exactement. Donc, quand vous venez nous voir, de toute façon, on intègre votre projet avec tous les financeurs, que ce soit les caisses de retraite. Et ce n'est pas que dans le cadre d'adaptation de salles de bain ou d'adaptation de logement, c'est aussi énergétique. Parce que des fois, les retraités pensent que c'est que dans le cas d'adaptation, mais non, en effet, quand il y a des travaux énergétiques, on peut faire appel aux caisses de retraite. Nous avons également des questions sur la nature des isolants. Est-ce qu'on peut mettre des isolants biosourcés? Qu'est-ce qu'un isolant biosourcé? Et en complément, une question qui a été posée aussi par le premier intervenant, qui était quel est le meilleur isolant pour privilégier le confort d'été sous les combles? Beaucoup de questions. Peut-être revenir sur ce qui est un isolant, enfin, déjà peut-être les types d'isolants. Vous avez donc les isolants en minéraux, donc les laines minérales, donc les laines de verre, laines de roche. Les isolants transformés, donc là on va être sur du polystyrène. Et vous allez avoir donc les isolants biosourcés qui vont être soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Laine de bois, après chanvre. Donc ça, déjà, c'est la base. Le biosourcé, pour qu'on puisse le rentrer, alors c'est peut-être pas forcément la question, mais en tout cas, dans les aides, il faut qu'il soit enregistré, qu'il soit référencé, et que le pouvoir isolant ait été déterminé avec une épaisseur, avec des organismes, et qu'on ait bien une résistance thermique qui soit définie pour pouvoir rentrer dans les aides. Si effectivement l'isolant a été testé sous des conditions et qu'on peut déterminer qu'avec 20 cm, on peut avoir un R de 5, par exemple, ce genre de choses, effectivement, on peut utiliser un isolant biosourcé dans sa maison. Au niveau des coûts, du coup, ça va être la même chose, quoi. En fait, que ce soit après au niveau des murs, des combles. La question est à se poser dans le sens où c'est plus général. Chaque isolant va avoir un pouvoir
de perméabilité à l'eau, va avoir une efficacité contre enfin, pas contre les rongeurs, mais en tout cas, va avoir une résistance par rapport aux rongeurs, va y avoir une durabilité dans le temps s'il est mis de manière verticale, parce qu'il y a des laines, en tout cas des isolants qui vont avoir tendance à tomber. Donc voilà, c'est pas mal de choses, il n'y a pas forcément une réponse facile à donner comme ça. Et effectivement, mais par rapport à tout ce qui va être paille ou voilà, des choses qui sont un peu plus, on va dire, biosourcées, voilà. Donc, effectivement, il y a des possibilités, mais il faut bien faire attention aussi au logement. Un comble dans une maison en pierre ne va pas forcément être isolé de la même manière que sur une maison des années 70. Voilà. Juste repréciser par rapport au biosourcé, il faut faire attention si vous souhaitez prendre du biosourcé à prendre du local, parce que le but, je suppose que si vous souhaitez partir sur du biosourcé, pour se retrouver avec un isolant qui vient de l'autre bout du monde, et il faut faire attention, un isolant biosourcé, c'est pas forcément un isolant non traité, parce que pour qu'il soit isolant, il va falloir forcément qu'il passe par des transformations. Pour avoir un traitement éventuellement contre l'humidité, voilà. ce genre de choses. Et donc, il faut être très vigilant au rejet qu'il peut avoir en termes de polluants. Donc, vous avez des étiquettes par rapport à ça, comme les étiquettes énergétiques. Alors, l'artisan ne va pas vous le proposer malheureusement parce que c'est vrai qu'il a tendance à vous proposer son isolant qu'il a l'habitude d'utiliser. Mais effectivement, vous pouvez essayer de voir avec votre artisan qui se renseigne par rapport à sa documentation technique, parce que lui, quand il achète ses matériaux, il a forcément une documentation technique pour avoir ce genre de renseignements. Je ne sais pas si je me suis éloigné de la question, Fabrice. Je suis parti. Et en complément, la question était liée notamment aux surchauffes d'été et sur le comparatif des matériaux avec notamment ce qu'on peut lire sur la ouate de cellulose. D'accord. Confort d'été. Alors, c'est lié au déphasage. Alors, il y a d'autres matériaux qui peuvent faire ça. La laine de bois, une densité, c'est lié à la densité finalement des matériaux qui permet de stocker et de déphaser un peu de calories. Après, pour moi, pour la ça, laine en de fait, bois était plutôt bien pour l'équilibre, justement. C'est ça fait partie des matériaux qui sont bien classés. Vous trouvez des revues sur Quand la mer, notamment, vous pouvez trouver à Alexis Tocqueville, la bibliothèque, des références techniques qui savent l'isolation écologique, par exemple, qui permet de trouver tout le déphasage des matériaux, c'est-à-dire de voir un peu un comparatif sur la thermique d'été, qui est effectivement moins souvent pris en compte dans l'approche. Oui. Elle n'est pas liée à la résistance thermique pure du matériau, en tout cas, mais c'est un élément important en sachant que ce qui va provoquer les surchauffes, c'est surtout les pénétrations de lumière dans le logement. Donc les matériaux ont une incidence, mais par contre, il faut, en fait, avant de penser stratégie d'installation de matériaux, il y a bien une notion d'occultation des ouvertures, en complément de votre intervention. Merci, Fab. Il y a une question qui concerne les copropriétés. Alors, on a un webinaire qui a lieu spécifiquement là-dessus dans quelques jours. C'est jeudi, me semble-t-il. C'est ça. Est-ce qu'il y a des aides pour les copropriétés spécifiquement Ah oui, il y a des aides spécifiquement sur les notamment copropriétés. Alors le problème, c'est que là, ça va être compliqué de vous expliquer ça simplement, mais effectivement, il y a ma prime rénov copropriété qui vient de sortir. Il y a des approches qui sont plus globales ou à l'immeuble qui sont possibles. Donc effectivement, il y a des aides. Par contre, là, effectivement, vous expliquer ça ce soir, ça va être un peu compliqué parce que c'est pareil, chaque cas est un peu différent. Il faut faire une étude très poussée sur l'immeuble. Donc là, malheureusement, on va avoir du mal à vous expliquer ça ce soir. Je pense qu'il vaudra mieux attendre. C'est l'occasion sur le webinaire spécifique, effectivement, qui a lieu demain sur cette thématique-là, de répondre à ces questions. Effectivement. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises particulières? Alors, on a, par un souci aussi d'objectivité, on n'a pas d'entreprise en particulier avec qui on travaille. Après, on conseille vraiment
les propriétaires d'aller sur le site de faire.fr, comme on disait, qui recense en fait toutes les entreprises agréées ARGE. Et puis après, au niveau du secteur, alors moi je conseille aussi souvent aux propriétaires de faire appel à leurs voisins, leurs amis, leurs connaissances. Le bouche à oreille, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux aussi. Et c'est là où on a eu un bon contact. Ah bah voilà, j'ai vu un chantier, j'ai trouvé que le chantier était propre et que les personnes étaient tout à fait correctes. Et voilà, le bouche à oreille, c'est vraiment important. Et puis surtout, ce qui est travaux d'extérieur, il ne faut pas hésiter à demander à l'entreprise de donner des adresses de chantier qu'il a déjà réalisé. Oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il ne va pas vous proposer de rentrer chez les gens, mais une isolation par l'extérieur, c'est toujours bien de se rendre compte concrètement sur un chantier qui a été fait, à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que s'il peut vous proposer des adresses de réalisation qu'il a produites, c'est toujours un gage de qualité et puis une petite sécurité pour voir si déjà vous, c'est ce que vous aviez envie, parce qu'entre le devis et puis ce que vous aviez pensé, des fois, peut y avoir un fossé. Et puis voir si effectivement ça peut tenir dans le temps. Et voilà, si déjà il vous dit qu'il ne peut pas vous donner d'adresse, c'est pas bon. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est vrai que les artisans, quand ils sont fiers de leur chantier, c'est bien aussi d'aller voir ce qu'ils ont fait et il n'y a pas à négliger, quoi. C'est vrai que c'est bien de le voir. Alors, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a, lors de la semaine de la rénovation, des visites, et notamment des visites de rénovation globale. Alors, il y a une visite aidée par les aides de l'ANA, programme Habiter mieux, sur lequel on a une isolation extérieure, une chaudière à condensation, une VMC simple flux, et puis une autre unité de travaux que j'ai oubliée, et puis il y a aussi une rénovation BBC. La rénovation de BBC, la différence entre les deux, vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'il y a une sanction d'étanchéité à l'air qui est mesurée en fin de chantier, donc qui est indépendante effectivement, comme vous l'expliquiez, des entrées d'air sur les fenêtres. Pour le test d'étanchéité à l'air, notamment, on bouche les arrivées d'air, donc ça complète la réponse que vous avez formulée tout à l'heure par rapport à la question posée. Le test se fait bien on bouche les entrées d'air, on fait le test sur l'ensemble du bâtiment, mais l'arrivée d'air des entrées d'air des fenêtres sont bien conservées. C'est une nécessité pour faire fonctionner effectivement des VMC simples. Je vous propose d'arrêter ce webinaire sur ces remarques. Je vous remercie Merci de nous avoir éclairé sur le sujet de la rénovation. Pour rappel, vous pouvez contacter la Maison de l'Habitat pour toutes vos questions de rénovation. J'ai évoqué les visites de site. Vous pouvez vous inscrire d'ici la fin de la semaine, effectivement, pour participer. Sachez aussi que nous vous accueillons à la Maison de l'Habitat pour vos demandes, pour toutes vos questions sur la rénovation. Vous pouvez vous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche. Les conseillers partenaires que vous rencontrez pendant cette semaine de la rénovation proposent des permanences dans nos locaux, mais aussi dans les communes de Caen-la-Mer. Donc, profitez de ce service, il est gratuit. Il a pour but de vous accompagner sur vos projets de rénovation. Un mot aussi pour dire qu'une rénovation, ça se construit avec un peu de temps. Il ne faut jamais se précipiter. Et le temps de conseil que vous pouvez récupérer par des intermédiaires, la Maison de l'Habitat et les conseillers partenaires, ça vous permet de poser les choses avec un regard extérieur. Donc, on vous invite à nous contacter pour ces conseils-là et puis poursuivre nos activités futures. Et on sera ravis de vous accueillir. Avec plaisir. Merci et bonne soirée. Merci. Bonne soirée.